Le conflit en Ukraine est donc entré ce matin dans sa cinquième année. Cela fait exactement 4 ans que la Russie a attaqué le territoire ukrainien. À l'occasion de cette date anniversaire, nous sommes allés prendre le pouls sur le terrain et sur le front. Mélina, bonjour. Vous vous êtes notamment rendue dans la région de Dnipro, hein, dans le sud-est de l'Ukraine. Vous avez évolué aux côtés de soldats des forces d'assaut aériennes, 147e brigade d'artillerie ukrainienne, qui manie l'un des fleurons de l'industrie de défense française, c'est le canon César. Chaque tir fait d'elle une cible prioritaire pour l'armée russe, car depuis 2022, la guerre a évolué et avec elle les conditions dans lesquelles ces artilleurs opèrent. On regarde tout de suite votre reportage et on en reparle juste après. Il est 4 heures du matin lorsque nous retrouvons cette unité des forces d'assaut aériennes. Sur ce front du sud-est ukrainien, la 147e brigade d'artillerie met en œuvre des canons César. Elle est donc une cible de choix pour l'armée russe. De 2014 à 2015, nous n'avons combattu qu'avec du matériel soviétique. Aujourd'hui, grâce à l'Europe, nous utilisons des armes modernes, ce qui nous a permis d'accomplir beaucoup de choses. Il faut compter environ 1 minute après le tir pour que la cible soit atteinte. Mais le travail de ces artilleurs a bien changé depuis la première livraison des Césars. En 2022, en Ukraine, le fleuron français pouvait s'arrêter n'importe où, à découvert, viser, neutraliser sa cible et repartir rapidement. Aujourd'hui, la guerre est complètement différente. Des drones équipés de fibres optiques survolent des villes situées à 40 km de distance. Il est donc beaucoup plus difficile de travailler de cette manière. Des filets mettent désormais sous cloche des routes, voire des villes entières. Au poste de contrôle, nous retrouvons Yaroslav, jeune militaire de carrière. À peine 26 ans, il commande déjà cette division d'artillerie formée en 2025. On fait tout en fonction des drones FPV. Des filets sont suspendus partout, se trouve un obusier ou un bunker caché. Pourquoi ? Parce que lorsqu'un drone se prend dans le filet, ses hélices s'en mêlent et il cesse de fonctionner. Bien sûr, le drone peut exploser à l'entrée, mais au moins, il ne s'écrasera pas dans l'abri. Ici, le César satisfait pleinement ses soldats. Mais si les matériels résistent parfois aux attaques, les hommes, eux, se fatiguent. On veut la victoire, on veut que la guerre cesse au plus vite, parce que nos proches sont en train de mourir. Depuis 2022, la guerre a changé. Les mots pour la qualifier également. Mélina, on entend soldats à la fin dire la façon de décrire la guerre a changé, c'est-à-dire ? Oui, alors là, on ne le perçoit pas trop dans le reportage parce qu'ils sont doublés, ils parlent en ukrainien, mais ce qui revient systématiquement, aussi bien chez les soldats que chez les civils que j'ai rencontrés, c'est que il y a encore 2 ans et demi, on parlait systématiquement de victoire et aujourd'hui, ils se reprennent. Quand ils parlent de victoire, ils disent finalement oui, enfin, on veut la fin de la guerre. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Et ça prouve aussi que la mentalité, elle a évolué. C'est l'inconvénient des avantages, des avantages des inconvénients, c'est que je n'y étais pas allée depuis 2 ans et demi. La dernière fois, c'était en 2023, vous me Voilà, disiez. donc l'été 2023, j'étais dans le Donbass. Et les villes dans lesquelles je dormais, par exemple, aujourd'hui, elles sont complètement sous cloche. Vous avez vu ces images de filets qui sont déployés absolument partout. Eh bien, faut voir que ça, aujourd'hui, il faut savoir que ça va à vitesse grand V. C'est-à-dire que même jusqu'à la capitale de la région de Dnipro, qui est éponyme elle-même, qui s'appelle Dnipro, aujourd'hui, on a des autorités qui sont en train de mettre des filets absolument partout. Et ça empêche que les drones s'écrasent. Pourquoi ? Parce que ce qu'on appelle la kill zone, finalement, elle a considérablement augmenté. Avant, on pouvait même, nous, en tant que journalistes, travailler dans des conditions non pas sereine, mais se dire je suis à telle portée de tir d'artillerie, donc je vais aller à tel endroit. Aujourd'hui, avec les drones, c'est impossible à savoir. Ils frappent parfois jusqu'à, vous l'avez entendu, 30, 40 km, parfois jusqu'à 60 km. Et donc, inévitablement, ça change la façon de faire la guerre. Et l'état d'esprit des troupes, parlons-en. On sent forcément, après 4 ans, beaucoup de fatigue et en même temps une très grande détermination. Hein. Toujours, les soldats ne veulent absolument pas céder les terres pour lesquelles ils se sont battus pendant ces 4 années. C'est ça, et c'est peut-être la différence que l'on fait entre les personnes qui sont sur le front et les personnes qui sont à l'arrière. Les soldats, eux, ils sont désabusés, il faut quand même le dire, il faut le constater. Je me souviens d'une personne qui a regardé ce petit reportage et qui m'a dit « mais les yeux de ce
commandant de l'arme, qui sont complètement vides et fatigués et épuisés, c'est l'atmosphère. C'est quand même des gens, lui en l'occurrence, il est sur le front depuis 2014, donc c'est des gens qui combattent quand même depuis 12 ans pour certains. Donc évidemment qu'ils sont fatigués, mais ils disent au moins nous, on sait pourquoi on se bat. Ce Maxime là qui commande cette arme, il dit moi je sais pourquoi je me bats pour des terres qui m'appartiennent. Mais l'ennemi il se bat pourquoi? Mais ça c'est son problème s'il meurt pour rien. Et je voudrais juste revenir sur ce que m'a dit Yaroslav, qui est ce jeune commandant de 26 ans. Lui, il était quand même un peu agacé quand on lui disait mais comment vous prenez en compte la perception des Européens ou des Occidentaux en règle générale qui se lassent de cette guerre, ou alors qui n'ont pas l'impression que la guerre elle est toujours en cours ou qu'elle s'est entre guillemets amenuisée. Il dit mais en fait venez ici et là vous verrez, parce que sans les Ukrainiens on ne sait pas où vous en seriez aujourd'hui, on ne sait pas si vous ne seriez pas en train de protéger vos propres frontières. Et il dit si vous venez ici vous verrez des familles, je le cite, qui vivent à 30 ou 40 km de la ligne de front, des familles qui ont perdu leur maison et leurs proches, des personnes qui ont travaillé toute leur vie, âgées de 50 à 60 ans, qui n'ont plus rien de leur maison, des gens qui n'ont nulle part où aller, des mères qui viennent d'accoucher aujourd'hui et dont l'enfant est mort le lendemain à cause d'un missile ou d'un Shahed, s'ils ne comprennent pas cela, qu'ils viennent voir ce qui les attendrait si l'Ukraine ne les avait pas protégés. Et ça, c'est quand même très fort et c'est une réalité qu'on expérimente au quotidien. La stratégie des Russes, parlons-en. Peut-être, on l'évoquait tout à l'heure avec mes deux invités, elle s'est durcie, hein. On pilonne sans cesse désormais les villes. L'Ukraine, elle a perdu plus de la moitié de sa capacité de production d'énergie parce qu'il faut le dire, Moscou cible notamment ces sites stratégiques, ces sites énergétiques. 80% du pays a été touché par des coupures de courant selon Amnesty International cette année. Résultat, l'Ukraine qui traverse déjà la guerre depuis 4 ans, traverse aussi son pire hiver depuis le début du conflit. Et alors, pas de chance, il se trouve que cette année, il fait encore plus froid que les autres années, en moyenne, moins 20 degrés. Ça, c'est l'autre réalité. Oui, c'est ce qui m'a marqué, c'est-à-dire que déjà, des frappes d'une telle ampleur, j'en avais pas connu depuis 2022. En 2023, quand on allait à Kiev, même si c'était un hub, un point de transition, là, vous voyez sur cette carte, en fait, c'est la simulation de ce à quoi correspond une attaque coordonnée de drones, de missiles, de Shahed, de toutes sortes de missiles différents. Les couleurs correspondent à des armes différentes. Et donc, vous voyez que quasiment rien n'est épargné sur le territoire, si ce n'est l'Ouest. Mais même la capitale Kiev, elle est absolument frappée constamment. Et ça, effectivement, c'est pas quelque chose que j'avais expérimenté en 2023. En 2024, les attaques étaient moins importantes. Et là, vous l'avez dit, l'hiver était particulièrement rigoureux. Moi, je suis arrivée à 5h du matin la nuit du 2 au 3 février. Il y a eu, c'est l'image de l'attaque de cette nuit-là. Il faisait moins 27 degrés quand j'ai posé les pieds en Ukraine. Et il se trouve que bien des gens vivent sans électricité, sans eau chaude, sans Internet, sans rien. Et finalement, c'est une volonté, même si ça a toujours été une arme de guerre, de frapper les infrastructures pour la Russie. Là, on a vraiment cette volonté de mettre à terre les infrastructures. D'ailleurs, c'est arrivé. On va peut-être voir des images d'une des centrales thermiques qui a été frappée, ne serait-ce que plus de 20 fois en 10 jours où nous étions là-bas, qui a fini par être totalement immobilisée. C'est une centrale thermique qui fournit de l'électricité, du gaz à plusieurs quartiers de Kiev. Là, on voit les alertes quotidienne, bien sûr. Et elle était déjà complètement, quasiment à l'arrêt à cause de... Voilà, vous voyez ces images-là, ça, c'est des frappes constantes lorsque nous y étions. Ensuite, vous allez voir des images des centrales thermiques où il fait déjà très, très froid. Vous voyez, regardez dans quel état elle était. Et puis, frappée lorsque nous y étions. Et donc, des quartiers entiers qui se retrouvent sans électricité et pour certains qui sont carrément plongés dans le noir. Vous le voyez sur ces images. Donc, c'est évidemment extrêmement difficile pour le moral. Et donc, il faut le dire, aujourd'hui, c'est un pays qui s'est habitué. Je ne sais pas si le terme est le bon. On parle d'habituation parfois en psychologie, mais c'est le cas. C'est-à-dire que ça n'est pas une normalité. Ça n'est pas une norme et pourtant c'est le quotidien de ces gens et il ne faut pas l'oublier. Quand on a l'impression qu'aujourd'hui la guerre ce ne sont que des négociations, bien le quotidien de ces personnes, c'est ça, c'est ce qu'on a vu sur ces images et c'est les propos que je vous ai rapportés. Voilà, ce quotidien en parallèle de ces négociations qui se poursuivent mais qui pour l'instant reste dans l'impasse. On va en parler avec vous, Anne Corpé. Merci Mélina.
Ce 4e anniversaire qui prend l'allure aujourd'hui d'une chorégraphie assez bien huilée, finalement méthodiquement reconduite d'année en année. Regardez peut-être d'abord cette image, une dizaine de dirigeants à la tête d'institutions européennes, de pays baltes, scandinaves ont rejoint Kiev en train ce matin, 10 heures de trajet pour rejoindre la capitale ukrainienne depuis la Pologne, comme c'est l'usage. 10e voyage pour Ursula von der Leyen que vous apercevez ici, accompagné notamment d'Antonio Costa pour témoigner cette année encore, et c'est le cas depuis le début de cette guerre, de leur plein soutien à l'Ukraine et aux Ukrainiens. Volodymyr Zelensky les a accueillis tout à l'heure et il s'est ensuite adressé aux eurodéputés, au Parlement européen par visioconférence. Anne, un président ukrainien résolument tourné vers l'Ouest en cette journée commémorative. Oui, on fait tout ce qu'on peut pour arrêter cette guerre, a lancé Volodymyr Zelensky aux élus européens avant de constater que Vladimir Poutine est lui-même la guerre. C'est la formule qu'il a employée. Alors, comme à son habitude, lorsqu'il s'exprime devant ses alliés, le président ukrainien les a longuement remerciés pour le soutien apporté à son pays qui lutte contre l'invasion russe. Mais il a aussi demandé aux parlementaires européens de confirmer leurs engagements par des décisions concrètes. On écoute le président ukrainien, c'était ce matin devant le Parlement. Dès maintenant, il y a une importante décision sur la table. 90 milliards d'euros en soutien à l'Ukraine sur 2 ans. C'est une vraie garantie financière pour notre sécurité et notre résilience. Et elle doit être mise en place. Je remercie tous ceux qui y travaillent. Il est aussi important pour nous d'avoir une date précise pour l'adhésion de l'Ukraine à l'UE. S'il n'y a pas de date, s'il n'y a pas ces garanties, Poutine fera tout pour bloquer l'Ukraine pour des dizaines d'années, en divisant l'Europe. Nous devons nous en protéger. Alors, ce prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine a été voté juste après le discours de Volodymyr Zelensky par les députés européens. Mais c'est une forme de pis-aller. Ça ne couvre que 2/3 des besoins estimés pour l'Ukraine pour 2026-2027. Et les Européens ont échoué à mobiliser l'ensemble des avoirs russes. Quant à la date d'adhésion à l'Union européenne, là non plus, il n'y a pas de consensus entre les pays européens. Ce matin, alors les dirigeants du Parlement, de la Commission, du Conseil européen ont bien une nouvelle fois répété leur soutien indéfectible à Kiev. Ils ont notamment déclaré qu'ils étaient déterminés à accroître les sanctions contre la Russie. Mais hier, la Hongrie a opposé son veto à un 20e paquet de sanctions. Le nom de Viktor Orban a d'ailleurs été conspué à de nombreuses reprises par les élus du Parlement après l'intervention de Volodymyr Zelensky, sauf évidemment par un élu hongrois et par Jordan Bardella, élu français du Rassemblement national, qui a lui voté contre l'octroi de ce prêt à l'Ukraine. Il faut dire que parallèlement à tout cela, la coalition des volontaires se retrouve elle aussi par visioconférence à la mi-journée, l'occasion de réitérer l'engagement de 35 pays à Kiev, là aussi, et de nouveau de se saisir de la question des garanties de sécurité aux Ukrainiens. Oui, alors cette réunion se tenait sous le titre « Soutenir l'Ukraine, sécuriser notre avenir », une manière pour les dirigeants de la coalition de réaffirmer le fait que en défendant l'Ukraine, c'est l'intégralité du continent que l'on défend. Emmanuel Macron s'est d'emblée dit très sceptique sur les chances d'aboutir à une paix à court terme. Il a appelé à continuer à poursuivre les efforts dans la durée, notamment à cibler les navires de la flotte fantôme russe qui permettent à la Russie de continuer à vendre son pétrole et donc à financer sa guerre. Le chancelier allemand, le Premier ministre britannique ont aussi appelé à poursuivre les efforts. Concernant ces garanties de sécurité, la coalition se heurte toujours à l'ambiguïté des États-Unis parce que les Américains n'ont toujours pas concrètement précisé leurs engagements. Et si Britanniques et Français sont prêts à envoyer des troupes sur place, c'est seulement si elles peuvent bénéficier d'un parapluie américain. Et puis les Russes, eux, s'opposent toujours au déploiement de soldats issus de pays membres de l'OTAN sur le territoire ukrainien. Vous l'avez dit, ces garanties de sécurité ne
ne sont de toute façon appelées à être mises en place que s'il y a un cessez-le-feu, et ça c'est une perspective plus qu'incertaine. Il y a bien des négociations qui ont eu lieu sous l'égide des États-Unis, mais elles n'ont rien donné. En fait, Russes et Ukrainiens n'y vont que pour éviter de subir les foudres de Donald Trump. Nos objectifs ne sont pas encore atteints, c'est pourquoi l'opération militaire spéciale se poursuit, a dit le porte-parole du Kremlin ce matin. Ce conflit le plus sanglant sur le sol européen depuis la Seconde Guerre mondiale et donc appelé à se poursuivre encore un moment. Avec une année 2025 particulièrement meurtrière, j'ajoute. L'enjeu aujourd'hui pour les Européens, c'est quoi ? C'est de rester unis. Oui, et c'est une difficulté à laquelle ils vont être très rapidement confrontés pour le déblocage de ces 90 milliards d'euros qui ont été votés par le Parlement européen ce matin. Le Conseil en avait approuvé le principe le 18 décembre via une procédure de coopération renforcée qui permet, c'est un mécanisme qui permet de ne pas avoir besoin de la majorité, mais pour que les fonds soient débloqués, il va falloir cette majorité. Alors il y a 3 pays qui s'étaient opposés au déblocage à ce prêt, la Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque. Ils ont obtenu le fait d'être exemptés du remboursement des frais de cet emprunt, mais ça ne suffit pas parce que hier, la Hongrie a clairement dit qu'elle refuserait de débloquer ces fonds. La Hongrie, comme la Slovaquie, se plaint de la coupure de l'oléoduc qui passe par l'Ukraine pour apporter du pétrole russe à la Hongrie et à la Slovaquie. Viktor Orban accuse les Ukrainiens de ne pas réparer assez vite cette infrastructure. Le paradoxe, c'est que finalement, pour obtenir le vote hongrois et donc le déblocage de l'aide à l'Ukraine, les Européens vont devoir pousser Volodymyr Zelensky à réparer au plus vite cet oléoduc qui va permettre à la Russie de retirer des revenus de la vente de son pétrole. Mélina, c'est un sujet, ça, tout ce volet diplomatique, tout ce qui se joue en parallèle du terrain, on est uniquement concentré comme ça sur la guerre. Non, c'est très important et c'est ce qu'ils disent depuis des années et ce qu'ils répètent. De toute façon, on a besoin de l'aide des Européens. C'est encore plus vrai depuis que l'aide des États-Unis a drastiquement baissé. Mais quoi qu'il arrive, on fera avec ou sans ou malgré cette baisse des aides. Et il y a quand même quelque chose qui est intéressant sur ce volet-là, c'est que quand il y a eu les purges, notamment des questions de corruption autour de l'entourage de Zelensky qui s'est débarrassé de certains de ses proches trempés dans des affaires de corruption. Les manifestations, c'était les premières depuis l'invasion à grande échelle. Elles se sont faites avec quoi ? Des drapeaux européens aux mains. C'est-à-dire qu'il y a quand même cette volonté de projection dans l'Union européenne de la part des citoyens, mais ils disent... Dans tous les cas, c'est ce que vous disiez, Anne, de toute façon, il faut la paix avant pour pouvoir espérer un jour intégrer l'Union européenne et qu'à ce moment-là, on peut espérer avoir des garanties de sécurité. C'est le serpent qui se mord la queue. Merci pour ce volet ukrainien. Merci à toutes les deux. Alors,